Nous sommes pratiquement arrivés à notre fiche de cours numéro 12 où nous allons vous présenter la mondialisation. Normalement, c'est le dernier cours dans le programme de géographie de la NS4. L'objectif de ce cours, c'est mettre en relief des phénomènes complexes pour expliquer les mécanismes et les interactions de l'échelle mondiale à l'échelle d'un État. Les interactions de l'échelle mondiale à l'échelle d'un État. D'abord, nous disons que la mondialisation désigne l'interdépendance croissante de la plupart des pays, dépendance des pays les uns par rapport aux autres, sur l'économie. Ainsi, les hommes, les marchandises et les flux immatériels, c'est-à-dire informations, capitaux, circulent de plus en plus rapidement, intensément et profondément entre les régions du monde. Avec l'intensification des échanges de toute nature, hommes, marchandises, capitaux, informations dans le monde, on a parlé de mondialisation et de l'apparition de systèmes monde. Mais la question, c'est comment la mondialisation fonctionne. Comment la mondialisation fonctionne. Des moyens de communication à l'échelle mondiale. Les moyens de transport traditionnels sont encore en plein essor. Ils sont stimulés par le commerce mondial. Les navires, le chemin de fer, la route et le fret aérien assurent un trafic considérable en augmentation chaque année. Par exemple, le blé transite par voie fluviale, maritime, puis enfin ferroviaire et routière pour être acheminé des États-Unis en Russie. De nouveaux moyens de communication sont apparus depuis quelques décennies. Par exemple, les satellites. Ça, c'est pour la transmission rapide de l'information. Le téléphone et ses dérivés. Ces moyens modernes permettent de transmettre massivement et très rapidement des données immatérielles, capitaux comme capitaux, produits financiers, images télévisées dans le monde. Le développement très rapide de l'informatique permet une circulation immédiate des données. On assiste actuellement au début du commerce sur Internet qui va connaître au XXIe siècle un essor spectaculaire. Grâce à ces divers moyens de communication, les distances entre les hommes ne sont plus qu'un obstacle. Les durées de transmission se réduisent. Le monde semble donc de plus en plus petit. Maintenant, quels sont les acteurs de la mondialisation? Quels sont les acteurs de la mondialisation? Les FMN, ce qu'on appelle les firmes multinationales, jouent un rôle majeur dans la mondialisation car elles sont très étendues à la fois économiquement. Par exemple, ces firmes-là ont plusieurs activités très variées. Et géographiquement, elles sont présentes dans de très nombreux pays. Elles représentent à elles seules un tiers du commerce mondial. Les FMN sont nombreuses, riches, parfois plus qu'un petit pays et puissantes, en particulier celles du pétrole comme ExxonMobil par exemple. Il y a aussi les organisations régionales, favorisent également la mondialisation. Ces
le cas par exemple, je prends quelques exemples. La LENA, par exemple, c'est une organisation régionale. La LENA, c'est l'accord de libre-échange nord-américain. Ça regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais il faut dire, l'une des plus anciennes est l'Union européenne. Enfin, les États du monde se réunissent périodiquement pour négocier et discuter du commerce mondial, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a remplacé le GATT en 1995. Rattaché à l'ONU permet de régler les conflits commerciaux entre pays et de favoriser les échanges internationaux entre pays par la baisse négociée des droits des douanes. Donc, nous avons devant nous là trois acteurs de la mondialisation. Le premier, ce sont les FMN, qui sont les firmes nationales. Le second, ce sont les organisations régionales comme la LENA. Et puis, enfin, il y a les États du monde aussi, qui ce sont là les trois acteurs de la mondialisation. Maintenant, la question, quels sont les aspects de la mondialisation? 1. La multiplication des flux. Le commerce international est en plein essor depuis 1945. 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, ce qui explique ça, c'est grâce à la baisse du coût des transports. Le commerce augmente au rythme très rapide de 5% par an. Il se vend et s'achète toujours plus de biens, même en période de crise économique. Les réseaux de transport sont de plus en plus serrés. Il est aujourd'hui possible d'accéder facilement à des régions autrefois isolées. Les flux qui les utilisent sont donc plus rapides et plus intenses. 2, c'est une circulation très variée. La mondialisation se caractérise avant tout par la circulation croissante des marchandises. Les pays échangent des produits agricoles, par exemple fruits tropicaux, blé, de l'énergie, pétrole, charbon, des matières premières, fer, cuivre, des biens manufacturés, acier automobile. Outre ces biens matériels, la mondialisation voit aussi l'essor des flux immatériels. L'intensification de la circulation des hommes renforce également la mondialisation. De nos jours, de plus en plus d'individus voyagent dans le monde entier, que ce soit pour les loisirs, le tourisme ou pour leur travail, hommes d'affaires. Les écarts de richesse entre les pays génèrent également des flux de personnes qui émigrent à la recherche de meilleures conditions de vie. Les Mexicains, par exemple, vers les États-Unis. La mondialisation s'accompagne aussi de migration internationale. Mais il faut dire aussi que la mondialisation est inégale. Ouais, c'est un fait. La mondialisation est inégale. D'abord, je dirais que la mondialisation se concentre sur quelques pôles. C'est pourquoi nous parlons de mondialisation inégale. D'abord, si dans les pays, tous les espaces ne sont pas également concernés par la mondialisation. Ce sont les centres de commandement de l'économie qui en bénéficient le plus. Parmi les principaux, on trouve par exemple les ports et aéroports qui sont les lieux privilégiés de la mondialisation. Là, les flux y sont intenses et à l'échelle internationale. De nombreuses entreprises s'implantent dans les zones industrialo-portuaires, par exemple Singapour, ou aéroportuaires, par exemple Roissy, pour être proche des marchés mondiaux. Et les grandes villes qui constituent également des moteurs de l'économie mondiale. Les métropoles jouent un rôle important de décision, en particulier lorsqu'il s'agit de capitales Paris, Londres, Tokyo, car elles concentrent les pouvoirs, ministères, sièges sociaux, les grandes entreprises et puis les bourses. Mais il faut aussi préciser le rôle central de la triade. Trois pôles
États-Unis, Japon et Union européenne dominent l'économie mondiale et sont à l'origine de la mondialisation. Ces trois pôles forment la triade. Le poids de la triade dans l'économie mondiale est considérable. Elle représente 70% du commerce mondial, 80% des investissements internationaux. On y compte les 10 plus grandes entreprises du monde. Il faut dire que la triade domine économiquement d'autres espaces qui dépendent étroitement d'elle. Chaque pôle de la triade dispose d'une zone d'influence économique. Le Canada et l'Amérique latine pour les États-Unis, le reste de l'Europe et les pays méditerranéens pour l'Union européenne, l'Asie Pacifique pour le Japon. Ce sont les zones d'influence économique des pays de la triade. Le Canada et l'Amérique latine pour les États-Unis, le reste de l'Europe et les pays méditerranéens pour l'Union européenne et puis l'Asie Pacifique pour le Japon. Maintenant, quelle est la place du reste du monde à la mondialisation? En fait, nous disons que le reste du monde participe moins à la mondialisation. Le tiers-monde dans son ensemble est moins impliqué dans la mondialisation en raison de son retard économique. Cependant, certains pays comme Corée du Sud, Mexique, sont plus avancés que d'autres et bénéficient de la mondialisation. En revanche, les plus pauvres, je parle des pays d'Afrique, d'Amérique centrale, ou bien ceux en guerre demeurent économiquement dominés par les pays développés et sont à l'écart de l'économie mondiale. Ainsi, l'Afrique, qui ne représente que 1% des exportations mondiales, la Russie, les autres pays issus de l'ex-Union soviétique et les PECO connaissent de graves difficultés économiques et sociales. Depuis les années 90, période de passage à l'économie de marché, leur situation est particulière. Ils souhaitent s'intégrer à la mondialisation de l'économie, mais ils sont en retard par rapport aux pays développés. La mondialisation est un phénomène économique qui s'accélère depuis 1945. Elle concerne de façon inégale les différents pays du monde. Source d'enrichissement pour certains, elle renforce en même temps des inégalités, c'est ça, entre pays, régions, riches et pauvres. Maintenant, voyons la mondialisation comme un phénomène économique et culturel. Donc, la mondialisation, en fait, est aussi un phénomène économique et culturel. Nous parlons de village planétaire. Nous parlons de village planétaire dans le milieu du XXe siècle. Les pays ont cherché à promouvoir le libre-échange pour profiter de ses avantages. Constitution de marché mondial, qui provoque l'augmentation des débouchés, possibilité de profiter de la division internationale du travail, réduction des coûts de production et éviter les replis protectionnistes en cas de crise, comme c'était le cas en 1929, qui était la plus grande crise de l'économie mondiale. Ces promotions s'est faite au travers d'un cadre institutionnel, le GATT, puis l'OMC. À travers la mondialisation, on assiste à une ouverture grandissante des économies. Une ouverture, bien sûr, encadrée. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, née le 15 avril 1994, lors de la signature des accords de Marrakech, a pour vocation d'étendre le GATT, General Agree on Tariff and Trade, signé bien sûr en 1947. L'Organisation mondiale du commerce organise régulièrement des négociations commerciales multilatérales appelées RUN, visant à limiter bien sûr les entraves
au libre-échange. L'OMC veille à la bonne exécution des accords conclus et fournit une assistance aux pays désireux de s'insérer dans les échanges internationaux. Le bilan actuel de l'OMC et du GATT est positif. Puis depuis la Deuxième Guerre mondiale, les droits des douanes ont baissé de 40%. La croissance continue sans crise de grande ampleur et de grands déséquilibres. Maintenant, quels sont les différents degrés d'ouverture? L'internationalisation d'une économie signifie l'élargissement des échanges d'activités au niveau international. Une part croissante de la production des pays est destinée au marché mondial. Une économie mondialisée signifie que la production s'organise à l'échelle internationale avec une DIT qui tient compte des dotations factorielles de chaque pays et une prise en compte des spécificités régionales des marchés, c'est-à-dire goût, pouvoir d'achat. Un pas supplémentaire est franchi avec la globalisation. Les opérations financières, de production, de communication, de gestion sont intégrées. La tendance à l'affaiblissement des différences nationales est accentuée, les marchés nationaux étant traités comme un bloc unique et homogène. Maintenant, nous abordons l'entreprise globale, les firmes multinationales. En fait, ces firmes contrôlent ou possèdent des entreprises implantées dans plusieurs pays pour élaborer une stratégie qui s'appuie bien sûr sur les différences socio-économiques des pays au moyen de délocalisation ou DIDE, investissement direct à l'étranger. Maintenant, on distingue parmi les firmes multinationales, les filiales relais qui produisent le même produit que la maison mère. Il y a aussi les filiales ateliers qui se spécialisent dans la production d'un composant particulier du produit final. Maintenant, quels sont les objectifs des FMN ou des firmes multinationales? Le premier objectif, c'est le contrôle de l'exploitation de matières premières. En fait, c'est l'argument dominant au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le second objectif est de contourner les barrières protectionnistes. Le troisième objectif, c'est la recherche de débouchés sur les marchés attractifs, la réduction des coûts de production en s'appuyant sur l'inégal. Enfin, le dernier objectif, c'est la répartition mondiale des facteurs de production, éviter les risques géographiques. Maintenant, quelles sont les stratégies de développement des pays en développement dans le cadre de la mondialisation? Quelles sont les stratégies de développement des PED? Les PED, ce sont les pays en voie de développement. Dans les années 60-70, les pays en voie de développement ont cherché à se développer essentiellement en suivant deux modèles. D'abord, les stratégies auto-centrées dont l'objectif est de garder l'indépendance et autonomie nationale en s'appuyant sur le marché intérieur et les ressources du pays. Industrialisant selon l'ex-modèle soviétique ou la substitution aux importations. Ensuite, les stratégies d'insertion dans le commerce mondial ou extraverties s'appuyant sur les théories du libre-échange. À ce moment-là, on fait la promotion des exportations. Les stratégies d'insertion semblent les plus fructueuses. C'est le cas pour la Corée du Sud. Même si l'insertion a dû être tempérée par l'intervention de l'État et des mesures protectionnistes, et se traduit aujourd'hui par une dépendance accrue vis-à-vis de l'externe et un fort endettement. Maintenant, parlons de l'évolution et mesures du commerce international. Les grandes évolutions des échanges internationaux sont
Ouverture générale des économies grâce à la baisse des tarifs douaniers. Déplacement des flux d'échanges. Part croissante des produits manufacturés. Dans le cas de 1960, les produits primaires représentent 45% des exportations mondiales par produit. Aujourd'hui, 27%. Services et produits à haute technologie occupent une place croissante. Je vous dis, de point de vue quantitatif, le commerce international est mis en évidence par le solde commercial, le taux de couverture, l'effort de l'exportation, le taux de pénétration. La DIT, la Division internationale du travail, n'avantage pas la même façon tous les pays. La division que provoque la mondialisation, la division du travail, en fait, n'avantage pas de la même manière tous les pays du monde. Voyons les formes de commerce. Le commerce interbranche. Le pays développe une spécialisation. Dans une branche, exporte son produit et importe des produits de nature différente. En fait, c'est la DIT de type colonial jusqu'aux années 70. Je parle de 1970. Les pays du centre, ce qu'on appelle les pays développés, se spécialisent dans les produits manufacturés et les pays périphériques, donc les pays sous-développés, dans les produits primaires. En fait, la crise des années 70 révèle une nouvelle DIT, une nouvelle division internationale du travail grâce à une remontée des filières. Certains PED sont en mesure maintenant d'exporter des produits intégrant une forte valeur ajoutée. C'est le cas pour des NPI, des nouveaux pays industrialisés. Alors que les pays du Nord sont de gros exportateurs de matières premières. Maintenant, le commerce intrabranche. Pour le commerce intrabranche, les pays s'échangent des produits de même nature. La division internationale est sous inégalité entre les pays. Pour le commerce intrabranche, les pays du centre exportent des produits à forte valeur ajoutée, alors que les pays de la périphérie sous-développés, en fait, sont spécialisés dans les produits primaires à faible valeur ajoutée. L'échange est inégal, selon Emmanuel. À prix égal, des exportations des PED incorporent plus de travail que les importations des pays développés. Les pays du centre tirent avantage de l'exploitation des travailleurs des nations prolétaires. Une détérioration des termes de l'échange se produit, car les hausses des prix des produits importés par les pays en développement en provenance des pays développés sont plus rapides que celles de leur exportation. Donc, vous voyez comment la division internationale du travail est à nouveau source d'inégalité entre les pays. Maintenant, voyons les spécificités socioculturelles et mondialisation. La mondialisation est un phénomène culturel, homme unique. Lorsque les entreprises s'implantent à l'étranger, elles apportent non seulement des modifications dans les structures économiques, mais exercent aussi une influence sur les sociétés. La mondialisation sur le plan culturel se traduit par, premièrement, la diffusion de produits identiques qui tendent à répondre à des besoins uniques. Ils sont le véhicule des valeurs et de la culture, de la puissance qui s'implantent dans le pays. Donc, voyez, d'abord, ça se traduit sur le plan culturel par la diffusion des valeurs, de la culture, de la puissance économique qui s'implante.
dans le pays. Deuxièmement, voyons que la généralisation du commerce de produits culturels sont souvent d'origine américaine. La généralisation des méthodes de gestion des entreprises et ses conséquences qui tendent à l'uniformisation des comportements et des modes de travail. Bon, maintenant, voyons les dangers. On peut craindre que la mondialisation s'accompagne d'un effacement des particularismes régionaux, de disparition de cultures tendant vers une uniformisation des modes de pensée et de vie. Comment cela se traduit? Par l'acculturation, qui désigne l'ensemble des changements socioculturels entraînés par le contact prolongé entre des groupes de cultures différentes et dans un sens plus strict, l'adoption d'éléments d'une culture en abandonnant particulièrement ou totalement ceux de sa culture, de sa propre culture, ça c'est l'acculturation. Deux, une occidentalisation, c'est-à-dire une déculturalisation du peuple qui, par mimétisme, adopte les valeurs occidentales. Donc, c'est la tendance dans la mondialisation, c'est le fait pour des peuples d'accepter, d'intégrer la culture occidentale. Troisièmement, il faut voir des réactions de rejet de la culture occidentale sous forme de repli identitaire, par exemple l'intégrisme, le nationalisme, émerge d'une nouvelle culture. Maintenant, la question que nous posons, c'est quelle place pour l'État? Quelle place pour l'État? Le poids de plus en plus grand des FMN, des firmes multinationales et des marchés financiers peut faire craindre une perte de souveraineté des États. Leur marge de manœuvre en matière de politique économique est limitée, inévitablement. L'économie étant dirigée davantage par des grands groupes que par des idéaux politiques. La politique s'efface-t-il au profit de l'économie? C'est la question qu'on a posée. Est-ce que la politique s'efface-t-il au profit de l'économie? En fait, c'est l'enjeu de la construction européenne. La recherche d'une nouvelle unité politique permettant la régulation de marchés devenus mondiaux. Vous voyez, ça se pose aujourd'hui. C'est le grand problème qui se pose aujourd'hui à travers cette crise majeure que traversent les sociétés européennes, crise provoquée par le coronavirus. Maintenant, les adversaires du processus de mondialisation, pour les adversaires du processus de mondialisation, la dépendance et notamment l'extraversion sont source de blocage du développement. La dépendance désigne un mode de développement d'un pays par rapport à un autre qui lui impose sa façon de concevoir le développement. Cela se traduit par une dépendance économique, culturelle et politique. Donc, d'après cette théorie, donc ces pays-là, les pays dépendants, ces pays ne vont pas vraiment prendre la route du développement durable, compte tenu de leur dépendance économique, culturelle et politique. La deuxième thèse avancée par les adversaires du processus de mondialisation, c'est l'extraversion, qui est un des aspects de la dépendance, puisque qu'elle désigne une économie tournée vers l'étranger dont elle dépendent pour ses débouchés son financement et ses modèles techniques et culturels. Aujourd'hui, on s'efforce de penser le développement sur le long terme. C'est pourquoi a été proposée la notion de développement durable, inspirée par la volonté de concilier l'amélioration du bien-être des générations présentes avec la sauvegarde de l'environnement des générations futures.
Maintenant, voyons les échanges mondiaux. Les échanges mondiaux sont de plus en plus importants à l'heure actuelle. Ces échanges font partie de grands mouvements économiques que l'on nomme la mondialisation. Les échanges mondiaux s'accélèrent et concentrent tous les types de marchandises réelles, concrètes ou immatérielles. En fait, quelles sont donc la nature de ces flux et quelle est leur importance respective? Pour répondre à cette question, on va d'abord parler du commerce des biens et des services. L'exploitation du commerce. Depuis 1950, les échanges commerciaux entre les pays ont augmenté. Les échanges de marchandises ont été multipliés par 80, atteignant la valeur de 7 milliards de dollars en 2000. Cette progression a profité aux biens manufacturés, soit les produits matériels, l'acier, les produits chimiques, l'informatique, les automobiles, le textile et le matériel de transport sont les plus échangés. Pourquoi une telle croissance? Plusieurs facteurs sont favorisés. D'abord, l'explosion des échanges. Les innovations technologiques dans le domaine des transports, comme les porte-conteneurs, ont rendu plus facile l'acheminement de marchandises. Les FN. Les firmes, les FMN sont des firmes multinationales qui sont des entreprises qui exercent des activités dans plusieurs États. Depuis la fin de la Deuxième Guerre, les barrières douanières tendent à disparaître qui se constituent des marchés communs comme l'Union européenne, l'ANENA, en Amérique du Nord. Cette accélération a favorisé les échanges commerciaux qui ont été surtout au bénéfice de certaines régions situées sur la partie nord du globe. Maintenant, parlons des flux immatériels. Quels sont-ils? Les flux immatériels sont divers. Ça peut être les capitaux, les médias. Les échanges peuvent apporter des devises et des capitaux et parfois contribuer au développement économique d'Asie, du Sud-Est par exemple. En 2001, plus de 400 millions de personnes utilisent l'Internet qui permet un accès rapide à l'information. L'autre question, sont-ils égaux? Les centres d'impulsion sont au nord. La majorité des multinationales s'y situent. L'accélération des échanges commerciaux favorise certaines régions du globe. En effet, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Japon concentrent les 4/5 des échanges. Les pays d'Asie du Sud, comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong, ainsi que la Chine s'affirment également. En 2001, la Chine et le Hong Kong associés ont réalisé plus de 9% du commerce mondial. En revanche, l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est sont plus en retrait. En 2001, plus de 400 millions de personnes utilisent Internet. Mais la diffusion de ce média est très inégale à l'échelle du monde. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon sont favorisés car ces régions concentrent les conditions économiques et techniques nécessaires, comme l'équipement informatique, l'électrification du pays. Le quartier de Manhattan à New York possède un nombre de lignes téléphoniques équivalent à celui de toute l'Afrique. Un quartier est le quartier de Manhattan. Les échanges mondiaux sont en constante augmentation. Le monde s'échange des produits. Le monde devient de plus en plus, frère, mes amis, un véritable village planétaire. Mais ces échanges mondiaux, que l'on appelle mondialisation, est un processus qui exclut une partie de la planète et démontre l'existence d'une profonde inégalité. En fait, la mondialisation ne met pas fin aux inégalités. Au contraire,
Au contraire, la mondialisation augmente cette inégalité qui a toujours existé entre les pays, et cela depuis les grands voyages de découverte. Maintenant, pour finir, je vais laisser pour vous quelques sujets de réflexion. Le premier, c'est mettre en relief les liens entre pays dominants et pays dominés, les différents éléments du paysage mondial et l'accomplissement et l'accroissement des interdépendances. C'est le premier. Deux, présenter à l'aide d'une carte l'organisation du système monde, les grandes puissances, le tiers-monde. Trois, expliquer l'ordre géopolitique autour des États-Unis, du Japon, de l'Europe, et de rechercher des facteurs de nouvel équilibre de la montée des organisations régionales. 4. Élaborer un texte de 20 lignes pour expliquer l'effondrement de l'ancien ordre planétaire, tout en mettant en relation la montée des nationalismes et l'existence des États. 5. Élaborer un texte sur la présence militaire des États-Unis et les missions des Nations Unies dans le monde, tout en mettant l'emphase sur les rapports interdiplomatiques. 6. Présenter sous forme les différentes structures de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que leur rôle sur la scène sociopolitique et économique internationale. Enfin, c'est mettre en relief l'accroissement de la coopération transnationale et les droits d'intervention et d'ingérence. En fait, ce sont des droits qui sont liés, les droits d'intervention et d'ingérence sont liés, bien sûr, sont liés à la mondialisation. Merci.